Bien, bonjour mes amis, j'apprécie beaucoup l'effort que vous faites pour participer à ce webinaire donc en plein été, hein. C'est encore les vacances. C'est pourquoi aujourd'hui d'ailleurs nous n'allons pas traiter d'un sujet de manière plus précise, mais on va traiter un peu de ce qui s'est passé pendant les 2 mois d'été. Et je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses, d'ailleurs pas forcément très agréables, évidemment. On va parler donc de tout ça. Et donc, si vous le voulez bien, on va donc faire comme d'habitude. Et je vais donc partager mon écran. Bien. Alors, on va donc évoquer les sujets dont on a parlé finalement pendant l'été, donc les 2 mois qui viennent de se passer. Alors, je commencerai un petit peu par un sourire, si vous le voulez bien, hein, en évoquant donc qu'il y a de quoi être optimiste actuellement. Hein, on verra l'Ukraine, le Covid, la canicule, tout ça. Bon, on peut être optimiste. Et je vais donc me focaliser sur un peu plus d'une dizaine de points dont on a parlé cet été. Ça a fait un petit peu on va dire les choux gras des différentes gazettes et autres news sur Internet. Alors, j'en ai choisi un certain nombre qui m'ont semblé en tout cas significatifs, et parmi lesquels l'intelligence artificielle qui progresse grâce à la guerre, et malheureusement, ce n'est pas une première, puisqu'à chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, la technologie donc avance et évolue. C'est la panique dans les approvisionnements, et on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour ça. On a beaucoup parlé également on va dire d'une polémique, hein, qui oppose en fait Amazon et Microsoft, chacun défendant un petit peu ses positions sur le nuage, sur le cloud, et Microsoft ayant une attitude que l'on peut, de mon point de vue, et vous savez que je suis direct dans mes opinions, mon point de vue qui est très contestable. On verra de quoi il s'agit. En fait, c'est que Microsoft veut favoriser les logiciels extérieurs qui sont implantés dans Azure, qui a son propre cloud. Je pense que ce n'est pas bon. Mais bon, on va donc y revenir. C'est aussi pendant cet été la longue morosité d'Elon Musk, qui est un peu malheureux, pauvre garçon, pauvre, c'est peut-être pas le terme le mieux choisi pour lui, mais bon, disons qu'il a quelques soucis, on va les évoquer. J'évoquerai également une curieuse initiative européenne de lancement dans 5 ans, pourquoi pas dans 40, d'un futur réseau à basse altitude, moins de 1000 km d'altitude, ce qu'on appelle les LEO, hein, pour faire concurrence à Starlink, donc d'Elon Musk, mais également Kuiper, donc de Amazon. C'est vraiment l'Eldorado, hein, au niveau de 1000 km, un petit peu en dessous. C'est là où se situent les batailles qui nous attendent en matière de satellites. Bien. Pour ce qui est de la productivité, alors ce qui est très étonnant, je vais presque dire amusant, c'est que le cloud, en appui donc du télétravail, et Covid aidant, eh bien, les gens ne veulent plus revenir au bureau. Alors, au début, ils ne voulaient pas le faire, ils ne voulaient pas rester chez eux, mais maintenant qu'ils sont habitués, ça leur convient très bien. Et Apple, par exemple, a des gros soucis, mais il n'est pas le seul, hein, pour faire revenir, non pas 5 jours par semaine, mais 2 ou 3 jours par semaine. C'est vraiment le monde à l'envers, on va l'évoquer. En matière de sécurité, impossible d'évoquer tous les problèmes de sécurité, ça n'arrête pas. Voilà, ça n'arrête pas. Les criminels, donc, parce que je n'aime pas trop utiliser donc, le terme de hacker qui correspond en fait à un terme, c'était les gens de la maintenance, hein, autrefois sur des grands systèmes, on appelle ça les criminels, donc, qui ont beaucoup d'imagination, nous ont abreuvé littéralement donc, de malware pendant l'été, de phishing, donc d'hameçonnage pour les tenants du français, et puis bon, beaucoup de demandes de rançon, etc. On constate également, et pendant l'été, ça s'est quand même assez cristallisé, un affrontement de plus en plus net entre les galaxies.net de Microsoft et le monde Java, qui n'est pas mort, contrairement à ce que certaines augures avaient bien voulu dire à un moment donné. Java est arrivé maintenant, je parle du langage Java, à la version 19, donc le JDK 19, et Microsoft
va donc annoncer très prochainement ce qu'on appelle une preview, hein, pardonnez cet anglicisme, de .NET, donc version 7. Voyez. Mais de toute façon, dans les deux mondes, on n'arrête pas d'annoncer des trucs, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien s'y retrouver entre les versions qui sont maintenues, les versions qui sont provisoires. Bon, enfin, c'est comme ça maintenant, alors qu'auparavant, au contraire, c'était l'inverse. Il y avait relativement peu, surtout pour le monde Java, relativement peu donc, de versions majeures. En matière de serveur, on verra que Linux 6.0 a été annoncé également, mais je parle ici du noyau Linux, celui qui est géré par notre ami Linus Torvalds. Hein, et cette fois-ci, donc, la bataille elle se situe avec Windows Server 2022, hein, qui est maintenant la version courante chez Microsoft. Du côté des langages de programmation, on constate toujours cette volonté de Google donc d'imposer, on va presque dire, son impérialisme pour être présent, voire leader dans tous les domaines qui touchent au développement. Alors c'est vrai pour les langages, c'est vrai pour les API et également pour les frameworks. Hein. Et donc il a annoncé, il sort un nouveau langage qui s'appelle Carbon. Alors il y en a 18 000 hein, aujourd'hui, donc on a le choix. Hein. On va l'évoquer parce que cette fois-ci, la cible, ce n'est pas Java, ce n'est pas C# donc de Microsoft, c'est C++ de Structure, considéré comme un langage qui a fait son temps. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui travaillent avec C++, on y reviendra également. En matière de capteurs et d'IoT, ce terme mauvais, hein, puisque ça veut dire IoT, l'Internet donc des objets, ça voudrait dire qu'on ne peut se connecter depuis un capteur, depuis un objet, qu'à Internet, ce qui est archi faux, puisque les réseaux de proximité des capteurs, ce sont des réseaux que l'on appelle des LP1, donc à basse consommation, les plus connus étant LoRa et Sigfox, et également des déclinaisons donc, de versions donc, cellulaires. Enfin, les entreprises ont compris qu'on a affaire à la 4e ou 5e, enfin, tout au moins à la dernière génération, la nouvelle génération du système d'information. Et ce qui est très amusant, on va l'évoquer, hein, c'est qu'on boucle en matière de compétences qui nous sont demandées. Je connais beaucoup de clients actuellement qui, aussi bien au Canada qu'en France, qui sont arc-boutés sur des problématiques, donc des problématiques de capteurs, hein, et elles découvrent des problèmes de base de données, des problèmes de gestion de fichiers, des problèmes de réseau, des problèmes de driver, etc. Bon. Web 3, vous savez, c'est ce fameux mariage qu'on nous annonce très heureux entre Internet, la blockchain et puis d'autres technologies. À vrai dire, ça laisse encore pas mal de gens sceptiques. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit peu trop tôt. D'abord parce que blockchain n'a pas encore fait la preuve de ses qualités, mais bon, on verra ce qu'il en est. Et puis je terminerai par le chantier qui nous attend bientôt, à savoir donc la refonte du système d'information du fait de ces nouveautés donc importantes qui sont arrivées. C'est donc ces points-là que j'ai choisis, mais d'abord, je voudrais, si vous le voulez bien, rappeler quelques chiffres. L'Ukraine, chers amis, c'est quoi? C'est 50 000 employés du secteur de l'informatique. C'est 200 000 personnes freelance donc, qui travaillent pour leur propre compte et c'est plus de 1000 entreprises donc, de services et d'ingénierie donc IT. C'est donc pas neutre. Il ne faut quand même jamais oublier que l'Ukraine est un pays de près de 45 millions d'habitants. Donc, c'est pas enfin, j'ai rien contre Luxembourg, mais ce n'est pas le Grand-Duché de Luxembourg. Ce n'est pas tout à fait pareil. Donc là, on est quand même devant quelque chose qui est quand même extrêmement inquiétant. Alors donc, je vous disais, il y a de quoi être optimiste. Alors pourquoi? D'abord parce que la guerre éclair en Ukraine, qui dure quand même maintenant depuis 6 mois, et on se rend compte que finalement elle a commencé donc en 2014, donc ça fait 8 ans qu'elle a commencé, ça pourrait durer encore 20 ans hein, pendant qu'on y est. C'est une vraie catastrophe. Hein. C'est 40 000 morts, mais c'est absolument monstrueux à croire que les êtres humains sont tellement stupides qu'ils ne comprennent pas les enseignements de l'histoire. C'est quand même extraordinaire. Et ils ne comprennent pas. Et donc, on recommence les mêmes bêtises. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, ce n'est pas une guerre donc éclair. Vous avez remarqué comme moi que la canicule était partout.
avec des merveilleux petits feux de forêt, donc pour agrémenter donc, et pour illustrer donc, le paysage. Et le Covid, on en parle beaucoup moins maintenant, mais il est toujours là. Alors c'est vrai qu'on ne compte plus les variants. Il n'y a plus assez de lettres dans l'alphabet grec aujourd'hui pour dénommer donc, les variants, et on ne sait même plus contre quoi il faut se faire vacciner. Ouais, donc ça commence, c'est quand même assez embêtant. L'inflation est de retour, qui plombe les économies. Tout ça, évidemment, la force conjuguée à la fois donc, du Covid et également de la guerre en Ukraine. Hein. Les employés, à cause du télétravail, on va le voir, refusent donc de retourner au bureau, on évoquera plus loin. Il va y avoir, chers amis, bientôt ce qu'on appelle la World Cup, c'est-à-dire la Coupe du Monde de soccer, le football pour les Français, hein, qui va avoir lieu. Moi, je précise quand même, c'est dans l'un des pays les plus totalitaires de la planète. Et je trouve extrêmement choquant de voir 22 jeunes gens en culotte courte dirigés par un monsieur en noir qui leur dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, et que pendant ce temps-là, il y a des Philippins qui ne sont pas payés, qui sont traités comme des bêtes. Et je trouve ça extrêmement choquant. Je veux dire, c'est encore une autre raison donc d'être optimiste. Le réchauffement climatique, c'est une réalité, et il s'impose à tout le monde. Là, on le voit maintenant à travers les canicules, hein, c'est une évidence. Les gens du TI, pour la première fois, depuis très longtemps, craignent pour leur emploi. Ils font l'apprentissage de la fragilité et ça concerne également, on va dire, les experts qui se croyaient bien à l'abri derrière leurs compétences, leur expertise. Mais malheureusement pour eux, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, eux aussi sont dans une situation quand même de, on ne va pas dire de précarité, on ne va pas quand même les plaindre. Bon. Et quant à l'intelligence artificielle dont on n'arrête pas de parler, je trouve ça assez aberrant parce que je répète ici une fois de plus que cette intelligence artificielle est tout sauf intelligente, c'est évident, et son objectif est de nous réduire à l'état de zombies. Alors, votre serviteur, je publie donc un livre dans quelques semaines sur l'intelligence artificielle, mais je ne l'ai pas appelé intelligence artificielle, je l'ai appelé simulation artificielle. Car en fait, c'est ça. On nous simule avec c'est vrai, des capacités qui sont très élevées. Donc, vous voyez de quoi être optimiste. Donc, premier point, deuxième point, l'intelligence artificielle, comme toute technologie, bénéficie donc de la guerre. Ah, ça, c'est quand même assez fou. C'est pas d'aujourd'hui, hein, dans les radars, ça a été comme ça depuis très longtemps. Hein. Et donc, le conflit ukrainien n'échappe pas à la règle. Bon, le 30 juin, alors regardez bien les investissements qui se font aujourd'hui. Le 30 juin, donc il y a quelques semaines, l'OTAN a annoncé créer un fonds d'1 milliard donc, de dollars pour développer des thèmes applicables à l'OTAN, donc de l'intelligence artificielle, du big data et de quelques autres. Les Anglais, pareil, hein, ont choisi donc, de développer une stratégie de défense qui est basée sur l'intelligence artificielle. Les Allemands, dans le cadre de ce déblocage de 100 milliards de dollars. Alors, c'est pour des chars, des avions, etc. Mais il y a aussi là-dedans 1 milliard de dollars pour les algorithmes de l'intelligence artificielle. Et alors, Eric Schmidt, vous savez, Eric Schmidt, c'était l'ancien patron donc, de Google, recommande récemment dans une interview, une entrevue, il recommande donc que les États-Unis investissent 8 milliards de dollars par an. Parce que, dit-il, les Chinois, pendant ce temps-là, eux, investissent à peu près, un peu moins plutôt de 2 milliards donc, de dollars par an. La Commission européenne, pareil, elle a débloqué donc 1 milliard de dollars. Et donc, ce qui nous amène à conclure sur quoi? Eh bien, c'est qu'une nouvelle ère de conduite de la guerre est à nos portes. C'est une guerre de simulation, on ne veut pas dire intelligence, hein, intelligente. C'est une guerre où on utilise des drones, et aujourd'hui, il y a des projets d'intelligence artificielle extrêmement sophistiqués qui permettront à des drones de mieux comprendre la situation du terrain qu'ils ont devant eux, comment mieux s'organiser, comment optimiser les ressources. On va donc, les drones, hein, plus les réseaux satellitaires qui jouent un rôle très important, dont d'ailleurs Starlink d'Elon Musk. Donc tout ça, ça joue beaucoup aujourd'hui. La guerre maintenant ne sera plus jamais la même.
Alors, est-ce qu'elle est excusable pour autant? Je ne crois pas. En tout cas, on cherche à trouver des applications utiles. Hein. C'est un petit peu la même chose que le Covid. Il a fallu que la planète entière soit attaquée par ce sinistre Covid pour que tous les laboratoires, on dirait qu'ils ont des intérêts financiers, mais pour que tous les laboratoires se lancent à la conquête d'un ou plusieurs vaccins. Vous voyez, et là, c'est pareil. Alors, on a des conflits. Si ça se trouve, il y en aura un autre à Taïwan bientôt. Donc, ce sont des conflits qui génèrent des progrès qui sont absolument significatifs en matière donc, de technologie. Rappelez-vous donc la Deuxième Guerre mondiale avec les progrès sur les fusées. Les Américains n'auraient jamais été aussi présents dans la conquête spatiale s'il n'y avait pas eu avant les V2 et quelques laboratoires de recherche allemands. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc, je trouve ça quand même assez choquant. Et pourtant, si on se rappelle ce qui se disait il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, donc en 2018, Google avait été sorti manu militari du projet qui s'appelait Maven, donc par le Pentagone. Et ce que voulait faire donc Google, c'était fabriquer un système de reconnaissance d'images justement pour améliorer donc la performance et la pertinence donc des drones. Alors à l'époque, on parlait bien sûr de droits de l'homme, de moralité, parce que vous comprenez, c'est pas bien de faire ça, parce qu'on pourrait utiliser éventuellement ce genre de choses, ce genre de développement et de recherche à des choses pour lesquelles il n'était pas prévu. Les fondateurs, le fameux DeepMind, dont l'un de ses fondateurs, qui d'ailleurs a eu le prix Turing, s'était engagé à ne jamais développer d'application dite létale de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui entraîne la mort. Je crois que ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Et aujourd'hui, en 2022, la Silicon Valley, mais pas seulement, elle n'a jamais été aussi proche finalement des lobbies militaires. Et donc, cette guerre en Ukraine est en train de tout bouleverser. Et j'ai voulu illustrer mon propos par cette image-là, parce que dans les guerres, il y a toujours des civils. Et parmi les civils, il y a des personnes âgées et il y a surtout des enfants. Et ça, c'est criminel, quelle que soit la guerre et quel que soit le côté où on se trouve. La guerre, quand même, a entraîné d'autres problèmes. Elle a entraîné en particulier donc, la panique dans les approvisionnements, l'approvisionnement donc de circuits. Alors, on est aujourd'hui face donc à une pénurie très généralisée. Hein. Cela dit, ce n'est pas uniquement donc les conséquences de la guerre. C'est une pénurie qui remonte d'ailleurs déjà à plusieurs années, mais pendant l'été, on en a énormément parlé. Parce qu'à l'horizon se profile un conflit possible entre Taïwan et les Chinois. Taïwan, États-Unis, enfin le bloc de l'Ouest, on va dire, contre les Chinois. Et si c'était le cas, alors là, on serait quand même assez mal. Alors, moi, vous voyez, pour moi, c'est une illustration de l'imprévoyance donc de ceux qui nous dirigent et de ceux qui nous vendent des outils qui sont justement des outils de prévision. C'est quand même incroyable que l'on soit amené à se retrouver dans une situation de dépendance, mais vous me direz, les Chinois sont pareils, hein, puisqu'ils sont dépendants d'une compagnie qui s'appelle TSMC, à presque 60% de leurs approvisionnements, et c'est une compagnie taïwanaise. Donc c'est quand même extraordinaire de voir que ces gouvernements et ces États sont totalement aveugles devant le fait que nous dépendons et que si jamais il y a un couac à un moment donné, eh bien cette dépendance va nous exploser à la figure. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Alors, la pandémie, évidemment, donc, et le télétravail ont favorisé une demande d'équipement qui a explosé. On estime d'ailleurs qu'à cause de ça, la demande en composants a augmenté à peu près de 17%. Mais aujourd'hui, donc à la fin de l'été 2022, on peut dire que le mouvement commence à s'inverser, ne serait-ce qu'à cause du retour donc un certain nombre d'employés donc à leur bureau. Bon. Alors, on constate quoi? On constate que il y a des goulots d'étranglement maintenant dans toutes les usines de fabrication qui étaient majoritairement hors de l'Europe et hors des États-Unis, qui pourtant tous les deux ont été des leaders dans ce domaine. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça. Et donc, il y a un retour qui avait été d'ailleurs initialisé du temps de Donald Trump, hein,
comme quoi il ne disait pas que des bêtises, hein, qui essaie un petit peu d'inverser donc cette tendance. Ça a été le cas donc avec Global Foundries qui s'installe à New York. C'est donc Samsung, vous direz Samsung n'est pas américain, mais il s'installe quand même au Texas. C'est Intel qui, lui, était très prudent dans ce domaine. Lui développe donc des nouvelles manufactures dans l'Ohio. Voilà. Mais les effets de cette restructuration, évidemment, ça va mettre pas mal de temps avant donc de se faire sentir. Alors, moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui pourrait se passer entre Taïwan et la Chine. Vous savez que Taïwan produit plus de 50% donc des puces utilisées au niveau mondial. C'est considérable. Taïwan, d'ailleurs, qui lui-même a également quelques petits soucis d'approvisionnement sur les terres rares qui, elles, ne se trouvent pas à Taïwan, mais se trouvent souvent donc, en Afrique, et je pense en particulier à la République démocratique du Congo. Donc tout le monde est un peu dépendant, tout le monde se tient un peu par la barbichette. Et là donc, la Chine, malgré sa puissance donc manufacturière, est très dépendante de Taïwan. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Au fond, ce que tout le monde attend un petit peu en retenant sa respiration, c'est est-ce que les Chinois vont attaquer Taïwan? Et si Taïwan est attaqué, est-ce que les Américains vont intervenir? Est-ce que ça va nous conduire à un conflit nucléaire? Comme quoi, je vous dis, les êtres humains sont vraiment d'une bêtise incommensurable, abyssale. Bon, et donc, comment se faire ce choix? Bien entendu, les Chinois, en termes de composants, ont tendance à vouloir prendre les actifs qu'ils vont trouver à Taïwan, mais dans le même temps, ils vont évidemment perdre tous leurs clients au niveau mondial. Or, les Chinois, tout comme nous, sont totalement dépendants de l'économie occidentale. Donc, on peut se faire peur. Vous voyez, on peut se dire, vous voyez, je mets mes bateaux qui sont armés avec des ogives nucléaires. Mais finalement, c'est un peu le règne de la terreur aujourd'hui. Et ce qu'il faut espérer, c'est que tout ça se calme quand même un jour. Bon, la technologie n'est pas prioritaire. Hein. Ce qui est prioritaire, ce sont les êtres humains. Et donc, voilà, on en est là-dedans. En tout cas, on vit, et ça a été très, très noté pendant l'été, donc une panique, on va dire, dans les approvisionnements. Alors, la fameuse polémique du mois, donc, des mois d'été. Alors, en cause, c'est donc la politique tarifaire donc, de Microsoft, qui est accusée de favoriser donc, certains, on va dire, confrères, hein, prestataires donc, de cloud au détriment des autres. Et alors, avec une expression que je trouve délicieuse, à savoir, on favorise les clouds qui ne nous font pas d'ombre. C'est quand même d'une hypocrisie assez phénoménale hein, entre nous. Hein. En mai 2022, donc c'était un petit peu la suite de ça, dont on a parlé pendant l'été, une plainte avait été déposée par un certain nombre de partenaires européens. Alors, c'était donc OVH Cloud, c'était Aruba, qui est un fournisseur italien de services cloud, Nextcloud et également Danish Cloud Community, donc, qui est une association danoise de fournisseurs de services donc, de nuages. Un reproche que l'on fait, c'est que Microsoft pratique des prix inférieurs, par exemple pour Office 365, s'il est implanté dans Azure. Alors, ça peut se comprendre si on est du côté de Microsoft, surtout que Microsoft a publié ce que je trouve vraiment un document absolument extraordinaire d'hypocrisie. J'ai rien contre Microsoft, hein, mais vous savez que les choses, il faut les appeler par leur nom. Et donc, avec un énoncé de ces fameux 5 commandements, je ne résisterai évidemment pas au plaisir de vous les rappeler. Microsoft dit, vous voyez le lapsus hein, avec IBM, parce qu'IBM faisait pareil. Veiller à ce que son cloud public, Azure, hein, réponde aux besoins de l'Europe. Encore heureux, je ne vois pas pourquoi il irait contre les intérêts de l'Europe. Veiller à ce que son cloud fournisse une plateforme pour soutenir les développeurs de logiciels européens. Même constat. Répondre aux besoins souverains des gouvernements européens. Alors qu'on sait très bien que les clouds souverains n'ont, de mon point de vue, aucun avenir. Et que le marché est déjà verrouillé. Ce n'est pas la peine de dire ça, ce n'est pas vrai. S'associer donc à des fournisseurs européens de solutions cloud, et là c'est par exemple OVH Cloud, donc, qui est un français,
et reconnaître les réglementations technologiques des gouvernements européens et s'y conformer. Mais encore heureux, et là je pense entre autres à RGPD, parce que de toute façon, s'ils ne s'y conforment pas, ils ne pourront pas vendre. C'est simple. Donc je trouve quand même que c'est un sommet dans l'hypocrisie. Mais bon, évidemment, ça se comprend quand on se positionne et quand on se met du côté de Microsoft. Donc, alors, Satya Nadella, donc le patron emblématique donc, de Microsoft, disait que Azure est moins coûteux. Azure est moins coûteux jusqu'à 80%. Lorsque vous exécutez des machines virtuelles, donc de Windows Server sur Azure, et des machines virtuelles de la base de données SQL Server sur Azure, plutôt 80% de mieux que chez le principal concurrent. Je ne vous le dis pas, c'est l'autre. Vous voyez, donc j'ai même oublié son nom dans. Voilà. Donc c'est Amazon. Voilà. Donc, Amazon. Bien. Évidemment, quand on fait comme ça s'appelle des pratiques commerciales qui sont anticoncurrentielles. Et je pense que les problèmes viendront non seulement d'Amazon, mais également du Congrès. Car vous savez que les GAFA aujourd'hui sont face au Congrès qui ont un certain nombre de récriminations à leur présenter qui ne sont pas tristes, croyez-moi. Moi, je pense que sur le futur, la position de Microsoft n'est pas tenable, elle est très hypocrite et il devra rentrer dans le rang, sinon il lui arrivera exactement la même chose que ce qui est arrivé donc, à IBM dans le temps. Alors, la morosité de notre ami Elon Musk. Je disais tout à l'heure que, bien sûr, Elon Musk n'est pas à plaindre du côté de son portefeuille, puisqu'on estime sa fortune à peu près à 45 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Sauf que c'est une fortune qui est donc dans les actions des différentes entreprises. Mais pour lui, les choses. J'avais présenté dans Le Marçon quelques grands personnages comme ça, et je n'ai jamais présenté Elon Musk comme étant quelqu'un qui voyait l'avenir. C'est quelqu'un qui fait des coups qui sont spectaculaires parce qu'il a les moyens de le faire. Mais c'est pas véritablement une stratégie. D'abord, ça va dans tous les sens. Ça va depuis l'intelligence artificielle en passant par le neuromorphisme, avec les réseaux satellitaires de type Starlink, etc. etc. Et c'est voilà, un certain nombre donc, de choses qui existent maintenant, mais qui manquent un tout petit peu de cohérence. Et maintenant, il a des problèmes. D'abord parce qu'il avait dit qu'il achèterait donc Twitter, et pendant l'été, ça a été j'achète, j'achète pas, j'achète, j'achète pas. On ne savait pas très bien où on en était. Et puis, beaucoup de problèmes techniques avec Tesla. Je ne parle même pas des 780 accidents graves qui ont eu lieu parce que la voiture Tesla se comportait d'une manière parfaitement autonome sans avoir été, sans qu'on ait décidé qu'elle puisse se comporter comme ça. Des centaines de milliers de véhicules dont Tesla ont été rappelés. Et c'est là, alors, il y a un institut qui s'appelle J.D. Power, donc qui révèle que Tesla, c'est l'un des plus hauts scores de problèmes techniques du secteur. 266 signalements donc pour 100 véhicules de la marque et il se situe par rapport à ses concurrents au 26e rang sur 33 marques qui ont été donc analysées. Par ailleurs, au sujet de Starlink, Starlink peine à être profitable et on commence à se demander s'il va y arriver. Et après tout, vous savez, il y a déjà eu des précédents. Microsoft s'est déjà cassé les dents sur un projet à peu près du même type qui s'appelait Télédécic. Et tout Bill Gates, ce qu'il était, eh bien, il a dû finalement déclarer forfait. Et donc, il pourrait très bien arriver la même chose. Starlink, pour l'instant, il y a 3000 satellites qui ont été lancés. Bon. Il en faut pour que la couverture réponde aux engagements qu'avait pris donc, Elon Musk, en particulier donc, avec la FCC américaine, ce qui conditionnait d'ailleurs les investissements qui étaient autorisés pour Starlink, eh bien, il en faudrait 30 000. Plus 12 000 qui attendront au sol que les autres là-haut se cassent pour envoyer d'autres satellites. Bon. Et on est évidemment très loin. On l'a dit, donc Starlink n'a pas répondu aux attentes de la FCC, ce qui fait qu'aujourd'hui la FCC, donc l'organisme de tutelle américain, lui demande des comptes. Alors il n'aime pas trop ça, Elon Musk, qu'on lui demande des comptes, parce qu'il aime bien qu'on dise qu'il est le grand génie du XXIe siècle et que la planète est en train de changer. D'ailleurs, ce qui est un petit peu vrai. Il ne faut pas non plus dénigrer le personnage, mais il ne faut pas non plus peut-être le mettre sur un piédestal
compte tenu quand même qu'il a quelques soucis. Bien. Starlink devra baisser ses prix donc, et améliorer donc, ses performances. En tout cas, les prévisions de 40 $ par mois et l'acquisition de 20% du marché mondial sont aujourd'hui absolument irréalistes. Et je pense que Musk, à mon avis, donc, il n'y arrivera jamais. D'autant plus que même s'il montre patte blanche avec son fameux manifeste là, gentil auprès des gouvernements, en fait, les gouvernements protègent leur industrie et en particulier protègent les opérateurs de cellulaires, donc de réseaux 4G et 5G maintenant, et bientôt 6G, qui sont quand même mis fortement en concurrence avec les services de téléphonie mobile tels que les propose donc Starlink. D'une connexion directe sur le satellite plutôt que de passer par des antennes au sol, ce qui d'ailleurs est parfaitement compréhensible. Mais les gouvernements sont quand même à l'écoute de ce qui se passe, écoutent ce qui se passe, regardent les évolutions donc, du marché, et on ne peut pas dire qu'ils sont en train de lui mettre un tapis rouge devant. Et il y a beaucoup de pays aujourd'hui où Starlink a d'énormes problèmes. Bien. Bon. On verra donc ce qu'il en est. Moi, je crois, si vous voulez, que Musk n'atteindra pas tous ses objectifs. Mais je crois quand même que le temps lui donnera en partie raison sur un certain nombre de choses. Et c'est vrai que le paysage entrepreneurial du TI ne sera plus jamais le même. Incontestablement, on pourra dire que ça sera comme ça. Bon, on verra donc ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas peur. Et j'ai d'ailleurs pas parlé d'Hyperloop, son système de transport qui met Montréal à Québec à peu près à 10 minutes de temps. Oui, donc c'est quand même intéressant, sauf que ça marche plus ou moins bien ce truc-là, et que vu la tête des gens qui font des essais dans Hyperloop, qui sont totalement terrorisés dans la mesure où ils sont dedans, je me dis quand même qu'il y a quand même quelques petits problèmes. Donc Musk, et c'était l'un des sujets de l'été, beaucoup de soucis, est un peu inquiet. Au sujet de l'initiative européenne, alors pourquoi est-ce que j'ai insisté là-dessus? C'est qu'il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que l'Europe ne manque pas d'arguments, et elle l'a démontré. Elle l'a démontré en ayant fait, il y a déjà longtemps, la deuxième génération des réseaux cellulaires avec le fameux GSM, à l'époque où les États-Unis et le Canada, par contre-coup, en étaient encore au multiplexage temporel. GSM a été une évolution technologique absolument extraordinaire, avec une compatibilité qui était absolument partout. On peut se connecter de partout, condition bien sûr d'avoir des points d'accès, mais on ne comprend pas pourquoi l'Europe n'arrive pas à refaire ce coup dans d'autres domaines. Pourtant, ils ont fait Airbus. Alors, pourquoi on n'y arrive pas? C'est quand même extraordinaire. En matière de réseau, en matière de satellite, il y a des lanceurs Ariane. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui est quand même moins coûteuse, qui permettrait donc de concurrencer Starlink. Et d'ailleurs, je précise une chose sur Starlink, c'est que le coût aujourd'hui de lancement, un lancement Starlink, c'est à peu près 500 000 $ par satellite. Eh bien, c'est pas jouable. Si on ne tombe pas à 100 000 $, c'est tout le montage financier de Starlink et donc de Musk qui s'écroule. Et on en est très loin. Vous me direz, Ariane, l'espace, en est également relativement loin. Il y a en Europe également le savoir-faire d'Airbus, qui est remarquable, et qui aujourd'hui se lance effectivement dans les technologies donc satellitaires. Thales Alenia Space, j'arriverai à le dire, est un fabricant remarquable dans le sud de la France, à Toulouse et à Cannes en particulier, où ils fabriquent des satellites remarquables. Ils sont capables de faire des satellites low cost qui pourraient constituer donc une offre crédible contre justement celle de Kuiper, Amazon et puis de Starlink. Alors comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? Alors une dernière initiative en date, c'est deux Européens et un Américain. Alors c'est Thales, le français Thales, compagnie exceptionnelle de mon point de vue en matière de sécurité, mais également dans beaucoup d'autres technologies. Le Suédois Ericsson, dont il ne faut pas nier également donc, le savoir-faire dans le domaine des réseaux, ils se sont associés à un Américain, qui est Qualcomm, bien sûr, lui c'est les puces,
pour mettre en place un réseau dans 5 ans. Je vous dis, pourquoi pas dans 40 ans. Un réseau de satellites de basse altitude, en dessous de la barre des 1000 km, pour faire un réseau donc 5G, 6G, peut-être 7G donc à l'époque, satellitaire sur toute la planète. Alors pourquoi si tard? Qui peut dire aujourd'hui ce que sera la planète Internet dans 5 ans? On ne peut même pas garantir qu'il n'y aura pas une privatisation larvée d'Internet. On n'en sait rien actuellement. Et surtout, pourquoi Qualcomm? Pourquoi s'associer donc à l'américain alors qu'il y a des fondeurs en Europe qui ont de leçon de recevoir à personne? Ouais, bon. Est-ce que le projet sera enterré? Moi, je pense que oui. Hein. Et en plus, une stratégie donc industrielle qui est une stratégie communautaire européenne ne peut pas s'envisager donc sans qu'il y ait un socle politique cohérent. Et vous savez comme moi qu'il n'y a pas de volonté, ou très peu de volonté politique donc en Europe. Voilà. Donc, c'est très curieux cette affaire-là. Hein. Je m'étonne. Donc, c'est une initiative. Alors, demain peut-être, il y aura encore d'autres choses. Alors, qui suffirait, enfin, suffirait. C'est facile à dire. Hein. Il faudrait qu'il y ait une volonté. Mais on n'a pas nécessairement toutes les billes entre les mains et toutes les cartes entre les mains pour voir ce qui se passe derrière. Ce qui me choque le plus, c'est la position donc, de Qualcomm. Finalement, on n'arrive pas à se rendre indépendant des fondeurs américains. Il n'y a que des Chinois qui y sont arrivés, et encore, mais alors à quel prix hein? Et comment seulement y arriver maintenant? Peut-être que ceci explique cela, et pourtant, il y a des fondeurs donc, en Europe. Alors, le télétravail, on a dit que le télétravail donc, bénéficiait donc, de l'arrivée donc, du cloud. Alors, il faut qu'on transmette, si je puis me permettre, ça serait s'adresser donc à toutes les ressources humaines de chez vous et leur dire, chers amis, il y a urgence de se réorganiser parce qu'il y a le cloud. Bon, les habitudes ont changé maintenant. La productivité individuelle, elle est dans le cloud. Même Microsoft avec Office est dans le cloud maintenant. On l'a vu avec Adobe, et donc le Creative Cloud, il est dans le cloud. Et ça permet donc à Microsoft et puis à Adobe de générer des revenus qui sont considérables. Regardez, un abonnement Adobe de 60 $ par mois ou 50 € par mois. Ça fait 600 € par an. C'était le prix d'une suite complète Adobe, mais utilisable tout le temps. Hein, si vous voulez, en un an, donc évidemment, c'est intéressant pour eux. Alors, à cause du télétravail, donc il y a beaucoup, je vous l'ai dit, beaucoup d'employés qui ne veulent plus revenir au bureau. Hein. Alors, il faut les obliger. Alors, Google a exigé le retour de ses employés 3 jours par semaine dans certains de ses bureaux. Alors, c'est aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la région Asie-Pacifique. Bon. Peut-être sont-ils plus compréhensifs, hein, ces différents pays-là. Google a exigé donc ce retour, mais Apple est dans la même situation. Donc, il a établi donc un nouveau planning pour ses salariés, obligation d'être présent de 2 à 3 jours par semaine à partir du 5 septembre prochain. Les employés ne sont pas du tout favorables à ça et le changement, donc ils ont lancé donc une pétition. Alors, ça se comprendrait avec des employés d'Apple français. Non, ce n'est pas que les Français hein, qui râlent tout le temps. Mais là, non, c'est tout le monde. C'est tous les employés d'Apple qui, pourtant, je sais, sont gâtés, extrêmement gâtés. Bon. Alors, il y a eu une enquête que je trouve très, très significative qui a été menée auprès donc, de plus de 3000 employés par un organisme qui s'appelle Blind, qui est en fait une application communautaire d'employés anonymes qui précise que 64% des employés d'Amazon, Microsoft et Google préfèrent travailler à domicile plutôt que d'avoir une augmentation de 30 000 $ par an. Alors, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Est-ce que ce n'est pas une intoxication? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le verre est dans le fruit. Hein, vous voyez, on dit, moi, je ne veux plus revenir au bureau, j'ai 1h30 de trajet le matin, 1h30 le soir, je suis fatigué, je ne vois plus mes enfants, et puis finalement, je travaille pas bien. Bon. Parallèlement, donc on l'a dit, tout se cloudifie, c'est-à-dire avec des outils de productivité individuelle chez Adobe, Microsoft, Google, qui intègrent maintenant, et on en est les meilleurs exemples aujourd'hui, donc des outils de productivité, de coopération vidéo aujourd'hui, tels que Zoom, WebEx, Cisco ou bien Teams. Hein. Et puis, je pense que le Covid a accéléré évidemment la mutation, et qui pourtant était impensable il y a 2 ans. Moi, je pense que dans quelques temps, on mesurera
les effets négatifs de ces pratiques nouvelles. Alors, je les rappelle simplement pour la beauté du geste, l'obligation de disponibilité permanente, apparaître pour ce que l'on est vraiment et non pas employer des faux emplois. Quand vous êtes en coopération à distance, il faut exister pour ce que l'on est réellement, ce qui n'est pas facile à vivre. Le multitâche, impossible à maîtriser, avec cette fois-ci une composante supplémentaire personnelle, sortir le chien et préparer la pizza. L'urgence permanente, il n'y a plus de hiérarchie. Augmentation évidente maintenant et vérifiée et on va dire rappelée par les médecins du stress, augmentation donc du stress. Perte de savoir-faire par manque d'assistance donc immédiat, et puis alors globalement un sentiment d'abandon. Alors au début c'est amusant, c'est très bien, on est dans ce salon, le toutou est à côté, on a un œil sur les infos, donc on continue, mais 6 mois après, c'est plus pareil, et on ne voit plus les collègues, il y a un rôle social des collègues. On ne prend plus le café avec ses amis, on ne discute plus des projets. On peut aussi avoir des idées qui vont venir de là. Et donc, il y aura bientôt, à mon sens, donc on va dire des conséquences qui seront très gênantes. Du côté de la sécurité, alors là, c'est pareil. La sécurité, c'est une vraie catastrophe. Hein. Je le répète tout le temps, mais parce que c'est la vérité. Hein. La sécurité, c'est le manque de sécurité s'explique par l'indigence manifeste des protocoles qui nous viennent d'Internet, qui sont ni faits ni à faire, hein, je l'ai très souvent dit. Alors, on passe son temps à colmater donc des brèches hein, et de bander donc des jambes de bois. Ouais, donc, bon. Alors, les dernières en date, c'est MFA. MFA, c'est donc le système d'identification multiple, avec un deuxième contrôle qui est peut-être un SMS, qui est peut-être une information biométrique, etc. On pensait être tranquille, mais pas du tout. On a une qui est sortie, qui a été une attaque que l'on appelle l'attaque AITM, qui est une attaque par phishing, où on demande des informations donc, confidentielles, mais dans certaines conditions, on peut éventuellement les donner. Les criminels ont placé un serveur proxy entre la victime et le site web que vous visez, et ça permet à ce criminel donc, de voler des mots de passe et les fameux cookies donc, de session. Alors en fait, quand on regarde bien, MFA n'est pas cassé en tant que tel, mais il est contourné. Ça revient au même. En matière de malware, alors là, il y en a eu des centaines pendant les 2 mois. Alors, on ne va pas tous les citer, quelques-uns, Orbit, Vestingen et Yanabot, Smoke, Lodger, enfin, ils ont tous des noms imprononçables. Hein. C'est épouvantable. Hein. Mais quand même avec quelques destinations qui sont privilégiées, entre autres le phishing et donc les demandes de rançon. On continue de constater donc les faiblesses donc, biométriques. Il y a eu beaucoup de soucis pendant l'été avec la reconnaissance vocale, avec la reconnaissance donc, de l'iris, de l'œil. Vous voyez, donc des choses qui, normalement, bon, je ne parle pas des empreintes digitales, hein, il y a très longtemps qu'on est capable de les bypasser. Ça a été un vrai désastre donc, pendant l'été. Et en plus, il y a quelque chose qui a été cassé également, et là, ça m'a quand même beaucoup étonné. C'est une évolution, c'est un petit peu comme les MFA, c'est une protection de type 2FA, c'est ce qu'on appelle le FIDO2, c'est-à-dire le fait d'associer un login et un mot de passe à une information complémentaire que l'on ne peut pas se procurer en même temps. Alors FIDO2, qui permet entre autres de se connecter à partir d'un mobile, a été cassé. Alors ça, c'est quand même ennuyeux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pratiquement plus de solutions qui permettent donc d'être tranquille hein, du point de vue donc, de sécurité. Alors, face, si vous voulez, à cette hausse des dangers, hein, moi, ce que je constate, c'est que les entreprises continuent d'appliquer aux experts de la sécurité les mêmes règles désuètes, inutiles, qu'ils appliquaient il y a 40 ans. Il faut quand même peut-être qu'ils se souviennent que les gens qui sont des spécialistes de la sécurité, ils ne travaillent pas aux mêmes horaires. Ce sont des fous de la technologie. Et des fois, la limite avec le normal et le pas normal, elle n'est pas très claire. Hein. Mais c'est ça, les gens de la sécurité. Si vous voulez avoir des personnes qui travaillent avec vous et qui sont compétentes et qui vont vous rendre les services que vous attendez,
Il ne faut pas leur demander d'avoir une cravate. Ah, c'est simple. Vous voyez. Et donc, malheureusement, on en est encore là. Et je crois, vous voyez, que ça sera l'un des grands chantiers. Et pendant l'été, plusieurs compagnies, entre autres au Québec et à Paris, ont lancé des grands projets avec les ressources humaines pour restructurer d'une manière indépendante, les équipes de sécurité, qui dépendent directement donc de la direction générale ou du président, pour bien faire comprendre que il n'y aurait pas d'informatique s'il y a perte de sécurité. Enfin, c'est évident. Donc, il faut abandonner donc, un certain nombre de réflexes. Bon, l'affrontement, alors, encore quelques idées sur ce qui s'est passé pendant l'été. Du côté on va dire, des langages, des API et des frameworks, je vous rappelle que les API, ce sont des bibliothèques de composants. Et je rappelle que les frameworks, ce ne sont pas des API. Les frameworks, ce sont des cadres de mise en œuvre. Ce sont des architectures, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a été annoncé en tout cas pendant l'été? Eh bien, d'abord, il y a eu Java 19. On parle bien du JDK, c'est-à-dire du langage lui-même, sa syntaxe, et puis les classes de base qui accompagnent donc le langage. Bon, alors c'est une version qui est prévue ici pour le mois de septembre, je crois que c'est le 19 septembre, qui est une version non LTS, c'est-à-dire non supervisée, maintenue sur le long terme, 18 mois, alors qu'il y a d'autres versions du JDK qui sont des versions plus éphémères, qui ne durent que 6 mois. D'ailleurs, il faut donc s'y retrouver. La dernière version est sortie le 22 mars dernier, donc ce n'est pas vieux, donc c'était le JDK 18. Mais cela dit, c'est quand même, moi j'ai retenu donc ce thème, pourquoi? Parce que c'est quand même la démonstration que le monde Java n'est pas mort, contrairement à ce qu'on nous dit. À chaque fois qu'il y a un nouveau langage, Java est mort. Non. Il faut arrêter de plaisanter avec ça, c'est faux. Alors, pour vraiment ceux qui s'intéressent à la technologie, donc je vous rappelle qu'il y a eu quelques avancées techniques, très techniques, qui sont prévues dans Java 19. Alors, ce sont les threads virtuels légers. Alors, simplement pour voir rapidement ce que c'est un moyen de développer des applications à très haut débit, très très haut débit, avec beaucoup de monde, sans, on va dire, bloquer les tuyaux. Donc, ce sont des unités de traitement extrêmement légères, donc c'est très très bien fait. Ça permettra d'ailleurs à Java d'être plus concurrentiel par rapport à des solutions alternatives, telles, je pense entre autres à Node.js, qui est donc du JavaScript sur les serveurs. Il y a aussi le filtrage par motif qui permet donc de filtrer donc des expressions et des switches, l'instruction switch par des motifs, donc de manière à les canaliser vers quelque chose de très précis. Il y a une nouvelle API vectorielle, donc ça manquait vraiment à Java. Et puis, c'est le portage sur le nouveau jeu d'instruction RISC, ce qu'on appelle le RISC 5, qui est très important, dont on aura l'occasion de parler donc, par la suite, avec Linux, le portage sur Linux, donc RISC 5, mais avec quand même un certain nombre de restrictions aujourd'hui. Restrictions donc, aujourd'hui qui concernent donc, toutes les versions donc, de Linux ne sont pas accessibles. Bon, la preview, encore une fois, de Node 7, de .NET 7 a été donc annoncée ici au mois d'août, et la release candidate, elle doit sortir au mois de novembre. Donc on est à peu près, on est en plein dedans. Là aussi, quelques améliorations, avec l'espace de nom, ce qu'on appelle l'espace de nom dans le monde .NET, system.link, cette fameuse API, donc framework Link remarquable qui existe depuis un certain nombre d'années. C'est le support intégré de l'accès aux fichiers Unix, là aussi ça manquait. C'est l'amélioration donc des structures de réseau, des structures de bas niveau, réseau et machine. C'est l'amélioration du client, donc WebSocket, c'est un détail, etc. Alors quand vous regardez le schéma qui est en bas ici, j'ai donc positionné donc, la release candidate donc, au mois de novembre prochain, ça va être comme ça, et déjà en novembre 2023, donc il y aura un .NET 8.0. Et je vous rappelle que tout ça maintenant, c'est entièrement open source. Donc toujours cet affrontement. Mais cela dit, c'est quand même toujours à l'avantage du monde Java. Il y a quand même énormément de développeurs. On estime qu'il y en a à peu près 9 millions de développeurs Java aujourd'hui. C# n'est pas vraiment une réussite. Ce qui est une réussite dans le monde .NET, c'est
ASP.NET, ça oui. C'est la plateforme la plus appréciée, d'abord, qui est excellente et remarquable pour développer des applications web, avec le choix des langages script dedans. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Mais C#, ce n'est pas vraiment donc une réussite, sauf dans des endroits, on se demande bien pourquoi, et en particulier à la ville de Québec. Je pense que les commerciaux là-bas doivent être particulièrement efficaces. Du côté des serveurs, l'opposition donc entre Windows Server et Linux donc s'intensifie. Alors un Linux 6.0 a été annoncé cet été. 800 commits, en gros c'est des propositions de mise à jour, hein, ont été intégrés et il y en a 13 500 qui en attendent. On n'a pas idée de l'immense population de contributeurs autour de Linux. Et derrière tout ça, ou devant tout ça, vous avez Linus Torvalds, celui qui, lui, décide de ce que l'on va intégrer. Il ne fait pas tout seul, hein, mais il décide de ce que l'on va intégrer dans les nouvelles versions et si éventuellement on va changer de numéro de version. Alors là, on était dans des versions 5.x, maintenant on est sur des versions 6. Alors on se dit, c'est la révolution. Pas du tout. D'après Torvalds, il dit il y avait trop de versions 5.x, donc pour des questions de commodité, eh bien, on est passé à l'étage supérieur. Donc, ce n'est pas, d'après Torvalds, ce n'est pas une release importante, en tout cas. Alors, l'objectif de cette nouvelle version, ce serait de concurrencer donc Windows sur on va dire, dans un domaine bien précis qui est celui des jeux, dans lequel Microsoft et Windows ont un quasi-monopole maintenant à distance. Alors, quelques avantages de cette version. D'abord, le support graphique a été amélioré, et en particulier le respect, le support donc, de la nouvelle norme HEVC, donc, qui est le H265, qui remplace H264. Donc, un meilleur support donc, des processeurs graphiques GPU, hein, meilleur réseau, meilleure gestion du son, plus performant sur les gros serveurs, donc Xeon d'Intel et puis donc AMD. La prise en compte du fameux jeu d'instruction RISC, donc RISC 5, et puis Rust, un langage qui est très bas niveau et a été ajouté comme deuxième langage de développement pour le développement donc on va dire des commits Linux. Donc il n'y a pas donc qu'un seul langage maintenant, donc il y en a donc un second. Cela dit, le projet Rust for Linux, qui est très important, n'a pas encore été intégré totalement. Quant à Windows 2022, donc déjà un an, puisqu'il a été annoncé à un an, mais c'est maintenant où véritablement on commence à l'exploiter. Il a des fonctionnalités de cloud hybride avec Azure, qui peut communiquer avec des installations on-premise, meilleure sécurité du noyau. Et on peut dire que Windows 2022, c'est le système d'exploitation le mieux sécurisé de toute la gamme de Microsoft. Amélioration des performances au niveau 4 OSI, c'est-à-dire TCP et UDP, qui sont très sollicités évidemment dans les applications Internet ou intranet. Donc, amélioration des performances, ce qui n'était pas trop. Hein. Différentes versions sont disponibles. Alors, une version standard, une version orientée centre de données, une version Azure, implantation Azure, et une version dite essentielle pour les petites structures, pour des serveurs qui ont des processeurs de moins de 10 cœurs. Donc voilà, donc on va voir ici dans les mois à venir probablement une augmentation de cet affrontement entre Microsoft et Windows et puis Linux. Donc du côté des langages, je vous disais que donc, Google essaye d'être présent le mieux possible sur ce créneau parce qu'il a bien compris que ça, pour être l'IBM de demain, car c'est ça qu'il cherche, eh bien, il doit maîtriser les couches basses du TI, c'est-à-dire les langages, les API, les frameworks, c'est ce que je vous disais en introduction. Alors, côté langage, ces succès sont pourtant mitigés. Hein, Dart n'a pas remplacé JavaScript, c'est un échec. NoOp, c'est un clin d'œil donc au langage assembleur, No Operation, pour remplacer Java, c'est une plaisanterie douteuse, hein, personne ne s'en sert. Il n'y a que Golang, si vous préférez, qui est une incontestable réussite. Bon. En fait, ce que voudrait donc faire un petit peu Google, c'est faire comme Microsoft qui a proposé donc TypeScript pour remplacer JavaScript, et là, par contre, c'est une vraie réussite. Rust qui vise C et C++ avec un certain succès, c'est vrai,
Swift qui s'est substitué donc à Objective-C, maintenant on développe avec ça. Kotlin, le langage donc, ne manque pas d'arguments non plus devant Java, et en particulier pour les applications mobiles. Et donc Google, bien évidemment, voudrait jouer un rôle là-dedans. Bon, alors il propose donc un outil qui s'appelle Carbon, donc qui permettra, donc qui vise éventuellement, qui vise donc C++. Alors, ses caractéristiques, c'est quoi? Il est facile à apprendre et à lire, encore heureux, mais ça, on voit bien que c'est la cible de C++, qui est difficile à écrire et pas très évident à lire, très rapide. Donc, pareil que C++, est compatible donc avec tous les systèmes d'exploitation courants. Des mécanismes de sécurité très avancés, donc parce que c'est l'un des reproches que l'on a toujours fait donc C++, des performances plus élevées que C++. Là, par contre, je serais très sceptique parce que c'est justement, à mon avis, l'un des points forts donc, de C++. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, c'est le langage le plus apprécié par les 2 millions de programmeurs C++ qui travaillent sur des applications, donc en particulier sur les jeux. Vous voyez, donc, des performances plus élevées. Alors, le projet GitHub, le projet Carbone va être maintenu sur la plateforme GitHub. Donc, ce sera la communauté Carbone qui va le maintenir, mais il faut se rappeler que GitHub, c'est quand même la propriété maintenant donc, de Microsoft. Interopérabilité donc garantie avec C++, et Google va proposer donc tous les outils nécessaires pour faciliter notre migration. Alors, il inclura des éléments tels que la généricité, des types de classes, qui est quelque chose de nouveau, la modularité du code, mais c'est plutôt destiné donc, à des développeurs qui ont déjà pratiqué donc, le C++. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne parle pas de complexité comme en C++. Enfin, vous me direz, on dit qu'il est plus facile à apprendre et à lire, moins complexe. Hein. Et autre défaut, il n'y a pas l'apport donc du fonctionnel. Alors, mon pronostic, encore une fois, je pense qu'il n'a aucune chance. Aucune chance parce qu'il y a 2 millions donc, de programmeurs qui pratiquent C++ sur la planète aujourd'hui et qui ne changeront pas de langage pour faire plaisir à Google. Maintenant, on se reverra dans quelques temps. Peut-être je me suis trompé. Alors, les capteurs, on va terminer encore. Je vais avoir besoin de 5 minutes si ça ne nous ennuie pas donc, de plus. Donc, capteurs IoT, donc, enfin une approche cohérente, et je vous ai mis ici la symbolique, on va dire, de tout cela, avec les capteurs, les architectures Edge, et puis les services apportés aux utilisateurs. Donc, c'est un petit peu l'architecture des systèmes IoT d'aujourd'hui. Hein. Alors, la prise de conscience, ça a été très difficile. Alors, vous aurez le temps, si ça vous intéresse, de se rappeler ce qu'est un capteur, hein, qui permet de mesurer une température, une pression ou quelque chose. Bon, tous les éléments sont indiqués ici, mais ce que je veux rappeler, c'est que maintenant, toutes les industries, et pas simplement manufacturières, mais également la distribution, font appel à des IoT. Alors, on peut faire appel à des systèmes clés en main, mais on peut aussi comprendre ce qu'il y a dans les machines. Et donc, je crois qu'il y a un effort à faire considérable aujourd'hui. C'est une nouvelle dimension qui est donnée donc au système d'information, hein, mais c'est aussi un retour aux sources. Vous allez devoir réapprendre ce qu'est un système de fichiers, ce qu'est une base de données, ce qu'est un outil de présentation. Enfin, vous devez apprendre des choses de l'assembleur. Ouais, parce qu'il y a du code qu'il va falloir écrire en assembleur pour certains capteurs qui ne peuvent pas fonctionner autrement. Donc, c'est un nouveau métier. Est-ce que c'est encore celui du TI? On peut se poser la question. C'est un peu comme sur la sécurité. Peut-être faut-il envisager maintenant, on va dire, une informatique industrielle, mais qui véritablement répondra à ce besoin donc, industriel. Donc, ça, c'est des choses qui changent énormément en ce moment, et je voulais attirer votre attention donc, sur ce point. Web 3, donc il me reste encore 2 petites choses à évoquer. Donc le Web 3, donc ça laisse tout le monde sceptique. Alors, je vous l'ai mis ici pour que ça pourrait vous servir éventuellement dans un dîner en ville ou dans un rapport. Tous les webs qui se sont succédés depuis le Web 1, le Web 2 dynamique, le Web dans le cloud, le Web mobile dans la poche, le Web des données, ce qu'on appelle le Web au carré, le Web sémantique, etc. Alors maintenant, on arrive au Web 3. Le Web 3, il est fondé sur 3 principes. Internet, les technologies de blockchain et la distribution des ressources sous toutes leurs formes. Il peut s'agir des données, avec en particulier des protocoles tels que l'IPFS, hein, jusqu'aux applications, les applications qu'on appelle les dApps.
C'est trois choses. Alors, on peut même estimer que les dates n'ont pas d'avenir, que les applications distribuées n'ont pas d'avenir non plus. On peut penser, si vous voulez, que la blockchain n'a pas d'avenir. Ben, je ne suis pas du tout de cet avis. Web3 mettra du temps, c'est évident. Donc, à émerger. Mais il va émerger. De la même manière que la blockchain va nécessairement émerger, parce que ça correspond à un véritable besoin qui est celui de la décentralisation de la vérité. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental actuellement. Et donc, il ne faut pas se dire oh, on verra bien, non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Ça sortira un jour parce que les besoins sont là et vous verrez ce qu'il en est. Maintenant, Web3, je comprends très bien ceux qui se rendent, qui sont sceptiques par rapport à ça. Simplement, il faut ouvrir les armoires et les têtes. Ça va nous arriver. Donc, ce n'est pas trop tard pour se préparer. Et le dernier point, donc, c'est tout ça va nous amener à quoi? Ben, ça va nous amener donc à une refonte du TI. C'est une évidence. Une évidence. On a évoqué un certain nombre de points. Bien entendu, le télétravail aura tout changé. Beaucoup de la production, 80%, part donc dans le cloud, c'est une certitude. Pareil pour les applications lourdes de développement. Reste un petit peu de web, un petit peu de low-code, quelques applications mobiles, et le responsable de développement, maintenant, va être un donneur d'ordre utilisateur. Donc, ça change beaucoup. La tendance également vers la mise en production, donc on continue, c'est sûr et certain. C'est la prise en compte sérieuse des capteurs, je viens de vous le dire, c'est la formation interne qu'il faut entièrement revoir. Il y a des grosses structures aujourd'hui qui font pourtant bien leur métier et qui ont des cursus de formation qui sont non pas ridicules, mais abyssalement ridicules. On forme encore des pupitreurs dans certains endroits. Donc, formation à revoir, montée en puissance donc, des architectures et systèmes distribués, que je viens d'évoquer à l'instant, et puis donc, nécessité de traiter donc, la sécurité comme il se doit. Bon. La structure traditionnelle du TI, elle explose. Les ressources humaines sont en train de se préparer, on l'a bien vu cet été. Il faut donc s'adapter. Je pense que ça ne va pas être triste, parce que personne n'est prêt. Personne n'est prêt, ni les ressources humaines, ni les directions, mais même nous. Nous, on compte tellement sur des positions qui remontent parfois à plusieurs dizaines d'années qu'on se dit, pourquoi on va changer? Mais pourtant, je vous assure, ça va fondamentalement changer. Toutes les structures vont changer, notre métier va changer. Bon, voilà donc ce que je voulais vous dire sur ces sujets. Alors, bien évidemment, tout ceci sera disponible sur notre site Le Marçon dès demain, en fin de matinée. Je suis à votre disposition, bien entendu, si vous voulez évoquer un certain nombre de points, voire réagir aux propos virulents que j'ai pu avoir de ci, de là. Mais vous savez, moi, je crois que bon, il arrive un moment, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, quoi. Quand on dit que Microsoft, par moment, a des comportements hypocrites, on ne va pas me faire un procès pour ça, parce que c'est vrai. Tout le monde a un peu raison et un peu tort. Donc, moi, je crois qu'il vaut mieux dire la vérité. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, une fois de plus. Je vous attendrai la semaine prochaine sur un nouveau webinaire qui concernera donc l'hyperconvergence, un sujet qui a été décalé donc, du printemps dernier, et j'espère vous y retrouver aussi nombreux qu'aujourd'hui. Laissez-moi vous remercier pour votre attention et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.